La deep tech est-elle l'avenir de l'innovation française? Pour en parler, j'ai avec moi Feta Benabid. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, je vous entends très bien, merci. Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS et puis vous avez collaboré donc à la naissance d'un centre dédié à la deep tech à Bordeaux qui vient d'ouvrir une antenne à Limoges, le Naquidis Center, un incubateur de start-up dans le domaine de la quantique. Et puis vous êtes aussi vous-même à la tête d'une entreprise dans la deep tech qui s'appelle Glophotonics. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on rappelle aux personnes qui nous regardent ce que c'est la deep tech. Alors oui, la deep tech, en fait, c'est une nouvelle définition un petit peu pour se distinguer de la révolution numérique, qui a chamboulé un petit peu non seulement en fait, le paysage économique, social, mais de recherche, universitaire aussi. Donc là, la deep tech, elle concerne une activité. Alors, si je devais faire le parallèle, le numérique, par son déploiement, en fait, il représente plutôt du service. Donc, on est vraiment dans un secteur tertiaire, alors que la deep tech, c'est plutôt le tertiaire, puisqu'en fait, on est dans le domaine de la transformation de la matière, etc. Donc avec son déploiement tel qu'il nous faut une infrastructure lourde, un personnel spécialisé. Pour donner des exemples tangibles, par exemple, mes activités tournent autour de ce qu'on appelle la photonique, c'est-à-dire donc c'est un petit peu l'électronique de la lumière. Et là, on développe, c'est-à-dire on fait de la nanostructuration de matière pour faire des composants photoniques. Pour les faire, donc il faut travailler le verre, il faut travailler pas mal de matériaux et avec une infrastructure qui prend des bâtiments avec des ingénieurs, etc. Et donc voilà, ça c'est la deep tech. Je crois que elle a été proposée pour se distinguer justement de cette révolution numérique qui a un petit peu monopolisé, au moins au niveau de la présentation, nos activités économiques d'innovation et de recherche. Pour moi, Alors, c'est ma définition. c'est la branche scientifique, finalement, de l'innovation. Alors, quel rôle joue le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, dans l'éclosion de ces nouvelles startups dans la deep tech? Alors le CNRS, il a une politique. Le CNRS, donc on a essayé, enfin, on essaie de s'adapter à la nouvelle donne de la recherche, c'est-à-dire, pardon, hein, donc qu'est-ce qui, Je euh, reprends le rôle du pour CNRS, faire- c'est-à-dire comment va intervenir le CNRS? Est-ce que vous mettez en avant volontairement des entreprises quand vous voyez que des recherches aboutissent à des innovations qui peuvent porter une start-up? Oui, alors justement, il n'y a pas tout à fait un modèle précis. Parce que tout simplement, le paysage de la recherche, de l'innovation sociale et technologique change énormément. J'aimerais justement donner juste, pendant les 20 dernières années, au fait, le, le monde de la recherche s'est complètement changé. En fait, il y a deux caractéristiques majeures qui ont chamboulé chez cette donne. Parce que le premier, c'est le raccourcissement du cycle entre les résultats de laboratoire, les activités de recherche et l'adoption industrielle. Mm. Donc là, forcément, cette donne place nécessairement le chercheur au cœur des enjeux économiques et industriels. Inversement, les entreprises sont de plus en plus dépendantes des innovations pour leur pérennisation, tout simplement par la nature souvent disruptive et de rupture des innovations. Donc, et ça, c'est récent. Parce que souvent, ce cycle-là, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 30, 40 ans, on part de décennies entre justement les activités de recherche et l'industrialisation. Le deuxième point qui est très central justement dans le changement de paradigme, c'est l'émergence de ce qu'on appelle Key Enabling Technology. Donc là, c'est-à-dire les technologies capacitantes. Tout le monde aujourd'hui a une idée un petit peu de ce qu'on entend par technologie. Par exemple, les mobiles, les portables sont un exemple. Et donc ça tout simplement pour être efficace, c'est-à-dire pour un chercheur, pour être efficace et tirer profit de cette qualité inédite hein, des technologies qui sortent des laboratoires, elle exige un nouveau modèle de recherche. C'est-à-dire où l'entrepreneuriat, la réactivité, la trans et multidisciplinarité sont les éléments moteurs et contrastent avec un modèle hyper spécialisé Mm. et suradministré. Suradministré. Donc là, je reviens par rapport au CNRS. Donc le CNRS
on essaie justement de s'adapter à ces nouvelles donnes et par exemple, et ça prend plusieurs déclinaisons. Déjà, le rôle du chercheur, par exemple, moi, je bénéficie d'une dérogation, c'est-à-dire, donc moi, chercheur de CNRS, j'ai un statut de fonctionnaire. Mais j'ai des dérogations pour justement faire des activités dans le privé, c'est-à-dire la création de start-up. Donc voilà, ça c'est un petit peu... que les activités se développent au-delà de la recherche pour la création d'entreprises. Alors, dans la deep tech, il y a le quantique, c'est-à-dire tout ce qui touche à la physique quantique. Précisément, c'est la physique des particules. D'ailleurs, on parle souvent... Alors, le gouvernement, en janvier, a lancé un plan quantique avec un budget global de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans sur l'ensemble des technologies quantiques. L'objectif, c'est de faire de la France un acteur majeur dans le domaine. Alors, quand on parle de quantique, on entend souvent ordinateur quantique, ce qui est censé révolutionner l'informatique dans les années à venir, qui commence déjà à être mise en œuvre. Mais ce n'est pas le seul enjeu dans ce domaine. Quand on parle de quantique, on ne parle pas seulement d'ordinateur quantique. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments qui font ce secteur ? Absolument. Donc déjà, on part de la deuxième révolution quantique. Parce qu'on vit l'électronique, les semi-conducteurs, les lasers, en fait, viennent d'une révolution quantique 1.0. La révolution quantique dont on parle maintenant, c'est la deuxième révolution, c'est-à-dire le quantique 2.0. Et quand on parle justement de ce quantique, on parle d'un paysage en devenir. C'est-à-dire, donc là, aujourd'hui, on a des éléments précurseurs qui peuvent nous présager un paysage. Ce paysage, même s'il est complexe, par sa richesse thématique, mais aussi qui est en constante évolution. Donc déjà, on prend un pari de ce que serait ce paysage. On peut, juste pour avoir un petit peu une idée, on peut le décliner sur 4 pôles. Le premier, c'est l'ordinateur quantique, qui fait rêver par tout simplement le son qu'il dégage. Le deuxième, c'est la télécommunication. Le troisième, c'est les métrologies et capteurs, c'est-à-dire la technologie, le deep tech du quantique. Ça, c'est le troisième pôle. Et enfin, l'algorithmique et la simulation. Et c'est ces paysages-là, c'est ces pôles-là qui vont travailler, c'est-à-dire qui vont forcément être en synergie, qui vont dégager ce paysage qui sera, si jamais il advient, qui va tout simplement transformer de façon profonde et considérable nos sociétés. Alors c'est difficile pour les investisseurs de se projeter dans les perspectives du quantique, des technologies quantiques aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont frileux? Parce que c'est compliqué de concrètement se rendre compte de l'atout que ça va apporter à une technologie. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, ça dépend, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire, les investisseurs de la Silicon Valley, de la Californie, ils sont beaucoup preneurs de risques. Et ça, c'est très étonnant. D'ailleurs, justement, il y a des milliards qui ont été investis par le privé, par les investisseurs, dans le quantique. En Californie, pendant les 5 à 10 dernières années, il y a déjà un gros investissement qui a été fait. Startups françaises, on va essayer de se focaliser un tout petit peu en France, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Donc, alors pour les startups françaises, donc on commence à avoir une prise de conscience par rapport aux enjeux que ça porte le quantique 2.0 et la nécessité de se positionner. D'autant plus qu'en France, on a une tradition d'excellence dans le quantique. Donc, il y a des initiatives. Donc, il y a le plan quantique qui est une magnifique par l'ampleur du budget, mais aussi donc il y a au niveau de la région, par exemple la Nouvelle-Aquitaine, il y a une prise de conscience des tutelles et c'est elle qui va être un petit peu le levier pour justement faire intéresser les investisseurs dans un cas plus large. Merci beaucoup Feta Benabi d'être venu à distance pour nous parler de la deep tech et du quantique. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, je le rappelle, mais également à la tête d'une entreprise dans la deep tech. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, toutes ces informations sur la tech, sur l'actualité du numérique, mais aussi sur les startups, puisque c'était aujourd'hui la journée internationale des startups. Justement, vous allez retrouver tout de suite dans le lab avec des startups et des entreprises qui innovent dans le secteur du numérique. Quant à moi, je vous retrouve demain dans le lab, mais aussi demain, encore une fois, pour cette émission Smart Tech sur Bismart.